Bonjour et bienvenue sur Lisa. Ce livre, oui, j'essaye d'améliorer au moins le son, hein, parce que l'image, un peu de mal. On est dans le point lecture de juillet. Alors je sais qu'il y en a qui l'attendaient. Vous allez voir, il y a du bon, il y a du pas mal et il y a du... Voilà. Sachant qu'il y en a un que j'ai présenté en book haul du mois de juillet qui est le chant du rossignol que je n'ai pas encore fini. Je vais vous en parler plus tard. Donc on commence tout de suite, sinon vous allez y passer la nuit. Hein. En fait, en gros, voilà ce que j'ai lu au mois de juillet. Sachant que les deux du dessus, là, les deux petits bouts, là, c'est ceux que j'ai oublié de signaler fin juin. Voilà. Je les ferai en dernier, parce que de toute façon, peut-être que vous en avez rien à faire, donc j'en parlerai en dernier. Le truc noir, là, là, je sais toujours pas. Là, ici, là, le truc noir, là, c'est Generalux. Enfin, non. Voilà, Generalux est dans une période, comment expliquer ça? Je veux sortir, maman, je veux sortir. Voilà, il voudrait être dehors, jour, nuit, par ça. Et en fait, quand on lui ouvre la porte, il reste dedans. Donc là, il a décidé de dormir. Il fait nono, hein, mais alors il doit dormir profondément. C'est-à-dire que j'ai fait tomber un livre, il n'a même pas bougé. Voilà, donc on va commencer tout de suite, sinon on va y passer la moitié de la journée. Alors, premier livre. Ouais, il faut que je m'habitue, donc, mais là, ça va peut-être un peu mieux pour vous. C'est Anthony alors c'est un E, mais Zwicker qui level 26. Alors, je dois remercier Perrine de la chaîne Red Trip parce que c'est elle qui l'avait mentionné dans une pile à lire, il me semble. Elle l'avait pas encore lu, mais vu ce qu'elle en avait dit, ça m'avait un peu titillé. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, parce qu'en plus, elle a beaucoup de goût, la demoiselle. Donc je me suis dit, si la demoiselle signale, c'est que c'est forcément intéressant. Alors on est en présence d'un serial killer du level 26, c'est-à-dire du niveau 26, sachant que c'est gradué de 1 à 25. C'est-à-dire le 25 étant le plus terrible. Voilà, 26. Donc on se dit, oula. Donc il est barjot, il est sadique, parce qu'il tue un peu comme il veut. Enfin bon, il est vraiment sadique. On assiste... en fait, à ses préparatifs, à tout ce qu'il fait en amont, par rapport à ce qu'il fait sur lui, par rapport à ce qu'il fait aux autres, par rapport à ce qu'il donne à moudre aux flics ou pas. Mais il est vraiment, c'est un personnage hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il est tellement barjot, tellement sadique, tellement bien foutu, qu'il en devient assez, il est glauque, hein, mais il en devient très très intéressant. Et donc il va perpétrer pas mal de meurtres. Et en fait, un ancien du FBI, Steve Dark, va être rappelé par son ancien chef parce que il était le seul. Je suis désolée, il fait très chaud, donc. Il était le seul à l'avoir approché tellement près qu'il aurait pu le coincer. Donc je vous passe pourquoi son ex-chef vient le récupérer, sous quelle pression, etc. Parce que sinon ça serait spolier un peu trop le bouquin. Mais on va avoir affaire à un affrontement entre le serial killer et Steve Dark. Sachant que Steve Dark a subi de la part de ce type un massacre de sa famille adoptive, qu'il est marié, qu'il est futur papa, et donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors c'est très psychologique, c'est très glauque, c'est hyper bien foutu. Franchement, moi j'ai tourné les pages de ce truc assez rapidement. Je l'ai lu dans le bus et je peux vous assurer que je crois que je l'ai dévoré en 2 jours. Alors que généralement, il faut à peu près, pour cette format-là, il me faut à peu près 3 jours, 3-4 jours, parce que je m'arrête, je reprends, forcément dans les transports en commun. Mais vraiment, c'était un truc... Ouais, voilà, c'était haletant, c'était anxiogène aussi. Alors, il y a une petite faiblesse dans les dernières pages, qui après rebondit. Donc, du coup, il y a un rebondissement qui amène forcément le 2. Mais il y a une petite faiblesse. Mais alors, quand je dis toute petite, c'est vraiment toute petite faiblesse où je me suis dit, mais où il veut en venir, en fait, l'auteur. Mais j'ai compris après. Donc, à part ce petit truc, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Level 26 de Anthony Zwicker. Franchement, c'est un
une bonne découverte. J'ai envie de lire le 2. Alors, je me suis quand même renseignée un peu pour les gens qui l'avaient déjà lu. Il y en a certains qui m'ont dit que le 2 était presque au niveau, mais pas loin du niveau. Le 3 était très faible. Donc, je vais voir le 2. J'espère que dans le Black November de Séverine, de Il est bien ce livre, je vais pouvoir le caser, le 2. Parce que j'aime bien caser des trucs que je vais pas forcément lire ça. Et là, elle va me pousser, donc j'espère. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, non, il est vraiment intéressant en fait. Il est sadique et il est vraiment très intéressant. Et Steve Dark est aussi l'ex-agent du FBI et aussi il s'appelle Dark, c'est pas pour rien. Il est aussi très intéressant comme personnage. Il est très ambivalent, ambigu aussi, malgré certaines choses. Donc franchement, il y a deux personnages qui sont, on va dire, le pendant l'un de l'autre et qui est vraiment très très intéressant à voir. Autre livre. Ah oui, alors merde. J'aurais dû... Mais je l'ai mis dans le sens de la lecture. C'est pardon, La part du fils, donc chez Stock. Précédent, c'était j'ai lu. Hein. C'est de Jean-Hugues Coat-Talem, La part du fils, donc chez Stock. Alors, merde. Je vais dire que c'est une déception, en fait, parce que compte tenu du thème, c'est-à-dire dénonciation pendant la Seconde Guerre mondiale en Bretagne d'un monsieur qui va être déporté, dont on va perdre la trace, et c'est son petit-fils qui est sur ses traces, donc l'auteur. Donc il décide de chercher, parce qu'il y a plein de secrets, plein de non-dits dans cette famille, etc. Et donc il décide de chercher qu'est-ce qui est arrivé à ce grand-père, oui, comment il a pu disparaître comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas, qui l'a dénoncé, etc. Et en fait, le souci dans ce livre-là, c'est le côté fouillis, moi je trouve, de l'auteur. C'est-à-dire qu'il a voulu mêler sa vie à lui, il raconte sa vie, la vie de son père, la vie de son grand-père, mais tout est embriqués les uns avec les autres. On passe, à un moment donné, on passe de la Bretagne à Saigon, je crois, il me semble, en Indochine, pour vous dire comme quoi j'ai occulté ce truc-là, parce que c'est... Voilà, on passe de son grand-père tout de suite à lui. Enfin, il y a beaucoup. Alors je comprends ce que l'auteur a voulu faire, parce que il veut retracer l'histoire familiale, l'héritage de sa famille. Il veut retracer le poids émotionnel que peut avoir ce genre de secret sur des générations, parce qu'il n'y a pas que ça, la sienne, mais il y a aussi celle de son papa. Il y a beaucoup de choses, et à la base de ça, vraiment l'histoire était formidable. L'histoire était vraiment très attirante. Toutes les perspectives étaient là. Et je me suis ennuyée. C'est-à-dire que je trouve que le ton de l'auteur est très monotone. Il y a des phrases extrêmement belles. Attention, c'est très très bien écrit. C'est vraiment ciselé, mais c'est long. Et puis c'est monotone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait parce que je trouvais que... Je comprends que fouiller dans les archives, ce que j'ai fait moi-même, fouiller dans les archives, ne pas trouver un bout de papier, être hyper méga content, mais ça fait pas un roman. Voilà, ça peut... Vous dites, ça va pas me faire 450 pages. Le cheminement était beau, mais je vous dis, c'est trop monotone. Et je sais pas, il y a quelque chose qui a loupé quelque part pour moi. Hein, pour moi. Il y a eu de l'émotion pour moi à la fin. Voilà, l'émotion du petit-fils à la fin, on va dire dans les vraiment quelques derniers paragraphes. Là, ouais, j'ai ressenti quelque chose. Mais entre le début et la fin, voilà. Donc pour moi, c'est une déception, parce que je m'attendais à autre chose dans la recherche de ce grand-père disparu. C'est fort dommage. Franchement, c'est fort dommage. Je sais qu'il a eu des très bonnes critiques, mais je me suis ennuyée ferme pendant un grand moment. Donc voilà. Si vous l'avez lu, j'aimerais vraiment que vous me disiez si vous avez ressenti ça, parce que j'ai vu des critiques dithyrambiques en disant que c'était enlevé, que c'était page turner, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de... Non, enfin, personnellement, à un moment donné, je me suis même demandé si j'allais le continuer, mais je continue toujours les bouquins, sauf si c'est vraiment très très nul. Donc voilà, c'est La part du fils, donc, de Jean-Luc Coat-Talem chez Stock. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Je connaissais pas l'auteur, enfin je n'avais jamais lu l'auteur personnellement. Je sais qu'il fait, je me suis renseignée, il fait il a une très belle écriture. Attention, c'est vraiment bien écrit. Mais là, voilà.
Autre livre, j'aurais pu le mettre dans les histoires, mais voilà. Ça s'appelle Le spectacle de la Révolution. Il y en a, certains, ils se sont dit, ça y est. Ouvrage collectif. J'ai reçu dans le cadre de la masse critique de Babelio, chose que je fais rarement, je l'ai expliqué sur Instagram, je fais rarement appel à la masse critique parce que premièrement, les livres qu'ils présentent, c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire. Je jette un coup d'œil quand il y a des essais ou des livres d'histoire parce que quelquefois, il y a des choses qui sont pas mal, qui sont présentées et visiblement, il y a personne qui les prend. On ne doit pas être nombreux sur ce truc-là, hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'est un ouvrage collectif. Je vais vous montrer à l'intérieur des petites choses parce que franchement, il y a des... voilà, c'est présenté aussi, c'est par chapitre, donc c'est rouge, hein, pas un rouge grenat. On se demande bien pourquoi. Ça traite en fait de tout ce qui est l'imagerie culturelle de l'IRSS. Alors ça va des statues, vous avez des documents d'archives, ça va des statues aux affiches, ça va des défilés au folklore, ça va des défilés folkloriques du début, parce que c'était vraiment un peu paysan, quoi. C'était un peu n'importe quoi, c'était un fourre-tout, jusqu'aux défilés militaires actuels qu'on voit très souvent, même si maintenant c'est plus soviétique, mais russe. Ça part des statuts, il y a les timbres-poste, il y a l'impact soviétique sur le monde communiste, sur le monde, puisqu'il y a des partis à l'étranger, puisqu'il y a eu des partis en France bien sûr, mais il y en a eu dans presque tous les pays, y compris les États-Unis. On parle en fait, c'est un peu petit arrangement entre amis communistes, et c'est hyper intéressant. C'est même fascinant pour moi, mais c'est hyper intéressant parce que les chapitres sont courts, hyper didactiques, hyper bien écrits, et surtout, vous avez des illustrations, c'est richement illustré. Et si vous ne connaissez pas du tout tous les symboles que peuvent avoir fait pendant des années le pouvoir soviétique, les communistes, pour pouvoir justement étaler la gloire de la révolution d'octobre 17, la face du monde, c'est ça. Donc franchement, moi j'ai adoré le spectacle de la Révolution. Je vous le mets. C'est la culture visuelle des commémorations d'octobre. Donc Jean-François Fayet, Gianni Haver, Valérie Gorin et Emilia Kostova. C'est aux éditions Antipode. Et franchement, voilà. Alors je remercie Babelio et les éditions Antipode, mais franchement, moi j'ai adoré ma lecture. C'est exactement ce que je cherchais, parce que je vous avais dit que je voulais relire des trucs sur le RSS, etc. Voilà, moi je me suis mais régalée. J'ai bouffé le livre et j'ai regardé tout. Alors en plus j'ai adoré parce qu'il parle forcément il y a le cinéma, les machins, etc. Moi j'avais vu pas mal de films qu'il cite, presque tous paraît-il, d'après ce que quelqu'un m'a dit. J'ai envoyé la liste, on m'a dit non, j'ai tout su, j'ai fait ah bon. Enfin, j'ai joué la gourde, quoi. Donc, franchement, fascinant. Si vous aimez la com, en général, si vous aimez l'URSS, si vous aimez ce genre de choses, franchement, c'est à voir. Puis, il y a des trucs. Hein. Ah, ils étaient forts, les trucs. Oh, en parlant de fort, vous allez voir. Non, moi, je me fais dans les trucs. Bref, j'ai lu cette petite merveille. Alors, ça s'appelle Faire des sciences avec Star Wars. Donc, c'est de Roland Le Hook. J'espère que je prononce bien ces éditions Le Bélial. Alors, Le Bélial avait déjà fourni à Bibi le merveilleux Station Métropolis d'édition Coruscant sur notamment la science-fiction, les rapports, etc. Bref, j'en avais parlé. Et là, c'est Faire des sciences avec Star Wars. Alors, ce qu'il nous propose, l'auteur, qui donne beaucoup de conférences, qui est quand même une pointure hein, sur ce genre de choses, il nous propose de faire des sciences, c'est-à-dire d'étudier ce qui est dans les films de Star Wars, si c'est réalisable techniquement, scientifiquement, alors maintenant, et si on pourrait reproduire ce genre de choses, et qu'est-ce qu'il faudrait comme énergie, comme matière, comme matériaux pour faire ça. Alors on part de R2 à BB8, on passe par l'étoile de la mort, Starkiller, etc. Alors attention, c'est un peu la science Star Wars pour les nuls, c'est-à-dire moi, et un peu la science, enfin c'est pas trop pour les nuls, mais il faut s'accrocher quand même, hein, parce qu'il y a des choses quand même...
voilà, il faut avoir un petit niveau en sciences, hein, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est pas un ouvrage à mettre dans les mains d'un gamin de 10 ans, parce qu'il va strictement rien carter, à part si il est sur les traces de Stephen Hawking et de Albert Einstein, mais voilà, c'est vraiment bien. Bon, après, on a tout ce qu'on veut, on a des petits, ah ouais, alors je vais vous montrer les petits chapitres, en fait, les petits chapitres sont très choupinés. Regardez-moi ça. En fait, chaque chapitre est ouvert comme ça avec une petite illustration. Vous avez même les blasters et la lumière ralentie. Voilà, donc il vous explique si c'est possible, si c'est pas possible. Alors, comme d'habitude chez les Bélial, vous avez des notes de bas de page, etc. Et évidemment la bibliographie, la filmographie, enfin tout ce que vous voulez. Et alors on s'aperçoit que les ingénieurs de l'Empire étaient vachement balèzes. Sauf que ces gourdeaux, quand même, ils arrivaient à faire des trucs. Enfin, ils arrivaient à faire des petites boulettes de temps en temps. Alors, on se rappelle que dans Rogue One, Urso, en fait, en tant qu'ingénieur, il construit cette espèce de monstre absolument terrifiant, mais il met quelque chose de foutu en plein milieu. Il faut bien aider la rébellion, hein, voilà. Alors après, pour le côté force de Yoda, vous allez repasser parce que là, franchement, voilà, c'est techniquement inexplicable, hein, c'est Yoda. Sinon, ils sont balèzes, hein, chez l'Empire quand même. Mais ils sont un peu boulés quand même, hein, voilà. Donc moi, j'ai adoré cet essai, franchement. Je l'ai très bien noté dans mon petit carnet que vous verrez dans le bilan de mi-année. Parce que je pense que ça va faire partie des favoris en essai, histoire, machin, parce que j'ai mais vraiment adoré ce truc, quoi. Je l'ai bouloté aussi. J'adore ce truc là, voilà, c'est passionnant, voilà. Donc c'est faire des sciences avec Star Wars, donc de Roland Le Hook aux éditions Le Bélial. C'est encore une petite merveille, hein. Il y aura 2 Le Bélial dans l'année, puisqu'il y aura Station Métropolis Coruscant, voilà, direction Coruscant. Autre livre, alors je suis passée de Science à Octobre Rouge à un livre sur la Première Guerre mondiale. Encore un livre que j'avais acheté pour ma mère, qui m'a dit « Ah, c'est bien !» Voilà, je ne devrais plus l'écouter en fait. Je l'écoute plus. Ça s'appelle Ma chère Louise de Amélie Hanser. C'est les Nouvelles Plumes. Alors, c'est l'histoire en fait de Guillaume, qui est le fils de grand bourgeois, et de Louise, qui est une domestique, qui va venir travailler chez l'oncle et la tante Guillaume, qui est lui, on va dire en vacances, enfin, en tous les cas, il stationne chez son oncle et sa tante. Vous vous doutez bien qu'ils vont tomber amoureux, grand amour, machin, enfin grand coup de foudre, machin, bref. On met la charrue avant les bœufs, hein, forcément, mais c'est quand même à l'orée de la Première Guerre mondiale. Donc en fait, Guillaume veut l'épouser dans la première intention, enfin bon, dans son milieu ça se fait pas, et puis on va pas épouser la bonne, hein, non plus, enfin la mystique. Elle aussi un peu réticente, même si elle l'aime, et Guillaume se casse, et la guerre éclate, donc Louise va se retrouver à l'arrière, comme beaucoup de femmes. Et elle avait quand même un soupirant, Joseph, qui n'était pas un mauvais bougre, qui va insister lourdement et qui va épouser la belle. Donc, bon, la belle, visiblement, comme elle a mis la charrue avec les bœufs, elle se retrouve enceinte, mais visiblement Joseph ça ne le gêne pas, donc il prend la fille et l'enfant. Donc Joseph va forcément après partir à la guerre comme Guillaume dans 2 unités différentes, et Louise va se retrouver à gérer le commerce de son mari, avec un apprenti, avec une belle-mère qui n'aime pas des masses, etc. Et alors l'auteur a évidemment expliqué la condition des femmes pendant les guerres. Alors là, on est pour la Première Guerre mondiale, mais c'est pareil pour toutes les guerres, c'est-à-dire que généralement quand les mecs partent au front, c'est les filles qui font tourner le pays. Comme d'habitude, vous allez me dire, mais un peu plus pendant les guerres et pendant les conflits. Et donc là, Louise va se révéler être une fille qui a du plomb dans la cervelle, qui élève son fils, qui se débrouille un peu avec les comptes, qui se débrouille pour faire des profits, mais qui s'inquiète petit à petit pour son mari, pour Joseph, mais qui a toujours Guillaume dans la tête parce que bon, il l'a quitté, elle pense qu'il l'a quitté véritablement, enfin il est parti comme un voleur, hein, en gros, parce qu'on l'a un peu forcé à partir, mais ça on l'apprend
temps au fil du récit, et vont alterner les correspondances. C'est-à-dire, on va voir comment Guillaume se débrouille pendant la guerre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il commet, qu'est-ce qu'il reçoit comme blessure, Joseph pareil, ses échanges avec Louise, etc. L'évolution des sentiments de Louise, même si elle a quand même Guillaume derrière la tête. Voilà, donc ça, c'est pareil, vous allez me dire, ouais, mais alors je savais que c'était une guimauve, hein, voilà. Le problème, oui, parce que vous me voyez venir, c'est pas le fait que l'auteur ait donné ça, c'est-à-dire que c'est pas ça qui m'a gênée, dans le sens où comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Alors, on sent bien que l'auteur, oui, je suis en train de vadrouiller. Ouais, alors, vous allez me voir de temps en temps faire ça. Je suis désolée. Je viens de m'en apercevoir. C'est parce que, comme je suis sur un vieux PC tout... De temps en temps, monsieur se met en rade, fait rideau. Je ne vois plus rien sur l'écran, donc je suis obligée de toucher 2-3 boutons pour le remettre en route. Donc là, j'ai touché 2-3 boutons. Donc, on sent que l'auteur est une historienne. Hein. Alors, c'est pas sa partie, d'après ce que j'ai vu, mais en tous les cas, elle est formation en histoire, parce que les passages pendant la guerre, etc., sont hyper bien foutus. Voilà, c'est bien décrit. Alors, les scènes sont un peu trop propres pour moi, mais c'est bien fait. Le problème, c'est que c'est couru d'avance. C'est-à-dire que dès que vous commencez l'histoire, vous savez exactement comment ça va finir. Voilà. Et alors, le seul truc qui m'a pas fait arrêter, c'est que je me doutais bien de comment ça allait finir, mais que je voulais savoir comment elle allait retomber sur ses pattes, etc. Surtout qu'à un moment donné, il y a une rencontre entre les deux hommes, et donc je me suis dit, là ça va, enfin il y en a un des deux qui va capter, voilà. Donc je voulais savoir, parce que il y avait quelque chose qui me turlupinait pour Joseph. Je le trouvais beaucoup trop lisse et trop compatissant et bienveillant, et bien trop gentil et et trop facile à accepter tout ce qu'elle lui demande. Donc je me disais qu'il y avait un loup. Voilà. Donc j'avais raison, il y avait un loup. Voilà. Donc à part ça, pour moi, voilà, c'était trop prévisible, trop facile. Pas très long, hein, je l'ai lu en une soirée. Hein, donc en gros, voilà, ça m'a fait 2-3 heures en gros. Je vais pas du tout. Je ne me souviendrai pas de ça. Je pense d'ici la fin de l'été. Et encore, je crois que je l'ai oublié la moitié, parce que pareil, c'était tellement facile. Guillaume a des travers, facilement compréhensibles. Il s'emballe trop vite. Louise, c'est pareil. Il y a beaucoup trop de choses qui étaient un peu trop faciles, trop évidentes, trop guimauve ou eau de rose ou plein d'épines tout de suite, et vous voyez arriver les épines. C'est dommage, parce que je pense que cette histoire-là aurait pu traîner sur la longueur. Alors, je dis pas que... Voilà, mais en gros, vous êtes sur 235 pages, écrit gros quand même. Hein. Voilà. Il y avait du potentiel pour faire un truc... alors, pas pour moi, hein, clairement. Mais il y avait du potentiel pour faire un beau gros romance guimauve. Mais un truc bien, vous savez, où vous pleurez dans les chaumières pendant 50 ans. Voilà. Et c'est dommage. Donc, ma chère Louise, Amélie Hanser, je l'avais mis sur Instagram. C'est pas une déception, parce que je m'attendais à rien, perso. Mais il y avait du potentiel, ce qui est très dommage. Autre livre, ah ouais, alors là. Bon, alors je le dis parce que c'est Labyrinthe, donc, de Kate Moss. Ça me fait toujours rire de dire chez JC Lattès. Alors, c'est le premier tome, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est le premier tome. Il y en a un deuxième, il y a Citadelle et je sais plus quoi. C'est parce que j'avais lu La Cité de Feu au début de l'année, qui est sortie chez Sonatine, que j'avais lu en service de presse. Et plusieurs personnes, dont Mademoiselle Chantal, m'avaient dit qu'il fallait que je lise Labyrinthe. Parce que j'avais évoqué le fait que je voulais en lire un deuxième pour avoir mon avis sur la dame. Et on m'a dit, Labyrinthe, il faut lire Labyrinthe. Donc voilà, il y avait plusieurs personnes qui me l'avaient dit, dont Mademoiselle. Et je me suis dit, il faut que j'écoute les gens. Voilà, donc j'ai lu Labyrinthe. Alors on est en 1209 et en 2005. Alors en 1209, c'est Alaïs, et en 2005, c'est Alice. Oui, il y a un rapport.
Oui, alors je peux pas vous tout raconter, mais alors on se retrouve en fait au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, dans un comté à Montpellier, à côté, avec un seigneur et un comte, euh, dont certaines personnes ont ramené. Alors ça tourne autour du secret du Graal, du secret, des secrets et des trésors des Cathares. Des livres qui auraient été ramenés de Terre Sainte, contenant les 3 livres qui auraient contenu en fait tout le pouvoir qui serait rassemblé dans le Graal, c'est-à-dire la vie éternelle, la jeunesse éternelle, enfin tout ce que vous voulez quoi. Le premier qui trouve le livre ou qui trouve le Graal, merci de faire vivre. Et de l'autre côté, en 2005, on se trouve avec Alice, qui est en fait une jeune Anglaise qui vient aider sa copine, qui est archéologue, et qui est sur un site d'archéologie. C'est ses derniers jours, son dernier jour, et donc elle décide d'aller plus loin que ce qu'on lui a demandé de faire. On lui a pas demandé d'aller plus loin, mais elle le fait quand même. Et elle tombe dans une grotte, enfin elle chute, elle se rétame dans une grotte. Elle tombe sur 2 cadavres, non enfin oui, 2 cadavres, 2 squelettes en fait, avec plusieurs objets autour, dont une bague, enfin un anneau qui visiblement est placé au pouce, et l'autre un espèce de petit rivet, machin, et un symbole, le symbole que j'essaye de vous mettre là, le symbole labyrinthe. Donc, vont s'en suivre une péripétie entre les 2 périodes, c'est-à-dire que d'un côté on a Alaïs qui est la fille de l'intendant du comte, qui est mariée avec un chevalier. Quelle tête à claque celui-là. Oh, mais quelle tête à claque ce type. Bon bref, elle est un peu naïve, Alaïs au début, mais bon, elle capte vite. Enfin non, quoi qu'elle capte pas vite avec l'abruti. Mais enfin bon bref. Il y a des complots, il y a des coups fourrés, même dans la famille. Merci pour sa sœur. Ah oui, celle-là. Bref. Mais bon rôle. Très bon rôle. C'est quitte à mettre ça. Alors, si vous mettez ça à la télévision, tu l'adapter. Moi, je veux bien le rôle de la sœur d'Alaïs, personnellement. Elle est parfaite. C'est un personnage intéressant. Et il y a des complots. Alors, il y a évidemment une confrérie sur l'ensemble du temps qui va faire en sorte que il y a toujours des gens à notre époque qui cherchent le Graal, qui cherchent cette fontaine de jouvence, qui cherchent les livres, qui seraient prêts à tuer tout et n'importe qui. Voilà, donc vraiment c'est épique, toujours. Cette alternance entre, moi j'aime beaucoup, cette alternance entre le XIIIe et le XXIe siècle, entre ces 2 femmes qui sont différentes mais qui ont le même, un peu, pas un même tempérament, mais qui sont des survivantes, quoi. Et Alaïs, qui est vraiment. Alors, elle est un peu en avance sur son temps, faut dire. Elle est un peu. Elle est un peu en avance, voilà. Mais c'est une fille qui a du caractère, qui s'en laisse pas compter, qui décide de traverser un territoire toute seule, à cheval, en plein milieu de la nuit. Heureusement qu'elle tombe sur un type sympa. Enfin, bon, il lui arrive 2, 3 péripéties, mais bon, voilà. Et Alice, pareil, on va la suivre dans le monde moderne avec tous les gens qui sont à ses trousses parce qu'elle ne sait pas en fait ce qu'elle a entre les mains. Elle se rend pas compte tout de suite. Donc elles vont recroiser des gens, et dont un homme qui est un historien qui cherche ça depuis des années, et qui voit dans la découverte d'Alice la possibilité de transmettre le flambeau à quelqu'un pour continuer la quête. Voilà. Je peux pas vous dire ce qui se passe, etc., parce que c'est vraiment spolié. Alors, c'est toujours en vous plaisant à lire. C'est vraiment très agréable à lire. On tourne les pages. On a très envie de savoir ce qui va se passer. On a quelquefois plus envie de savoir pour une période que pour l'autre. Personnellement, j'étais plus intéressée par le 13e que par le 21e, mais ça, c'est mes goûts personnels. Mais pour moi, alors je l'avais dit dans la Cité de Feu, pour moi il manque un côté épique dans ces romans historiques et contemporains mêlés. C'est hyper génial à lire, franchement c'est agréable, mais il me manque ce côté épique qui en ferait un livre vraiment... voilà. Donc j'ai décidé quand même de lire les 2 autres. Donc en 2021, je m'achèterai le 2e tome et peut-être les 2 si je les trouve en poche ou autre pour les lire. Mais franchement, j'ai vraiment envie de les lire parce que moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Elle a une écriture hyper bien structurée. Il y a beaucoup de descriptions. On voit que ça a été travaillé. On voit que c'est du travail. Elle bosse.
On voit que, enfin, c'est pas, voilà, c'est pas le début. Le jour où je vais en parler là dans 2 secondes, c'est pas du copier-coller internet, quoi. Voilà, on voit qu'il y a du travail, que ça a été bossé, que ça a été réfléchi, qu'elle s'est beaucoup documentée et qu'elle a bien assimilé beaucoup de choses. L'histoire avec ses cathares, avec ce Graal, avec sa Terre Sainte, avec ces gens qui sont revenus de ces croisades, qui ont rapporté des choses, qui ont rapporté non seulement des livres ou d'histoires ou des croyances ou quoi que ce soit, mais aussi toute l'avancée qu'avait le Moyen-Orient à l'époque par rapport à l'Europe, qui était au-dessous. Toutes ces herbes, toutes ces potions, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Mais c'est très intéressant. Donc, Labyrinthe de Kate Moss aux éditions JC Lattès. Merci donc aux plusieurs personnes et à Mademoiselle Chantal de m'avoir conseillé parce que franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors, avant de vous présenter les deux petits là, les deux petits machins là, je vais les mettre bien comme il faut, bien au milieu parce que voilà, du coup, j'arrive maintenant à capter. Je m'améliore bien, mais j'arrive à capter maintenant à peu près comment je fais. Alors, avant de vous en parler de ça, je sais qu'il fallait que je vous parle du livre Le chant du rossignol de Kristen Hanna, que j'avais présenté dans le book haul de juillet, que je fais en lecture commune avec Amélie de la chaîne Amélie, et que je remercie parce que c'est très agréable d'échanger avec elle. C'est de la vraie lecture commune cette fois-ci. Alors, je n'en parlerai pas puisque forcément je ne l'ai pas fini. On a attaqué lundi. Je tourne donc mardi soir. Oui, on est mardi. Juste avant la soirée des Indés, donc quelques minutes avant. Et alors, je l'ai dit à Amélie ce matin, je crois. Ce soir, je ne sais plus. Enfin, je lui ai dit. Je vais au-delà d'une énorme déception. Alors, quand je disais, j'ai l'impression que l'histoire est vue made in USA. Hein. C'est léger. Hein. C'est léger. Il y a beaucoup d'approximations, il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de. Voilà. J'ai commencé les débuts de ma lecture, j'ai levé les yeux au ciel, je ne sais pas combien de fois. En pestant. Voilà, donc je vais le finir, bien au contraire, et d'ailleurs le fait que je le fasse en lecture commune avec Amélie me pousse justement à ne pas l'abandonner parce que je peux vous assurer que je pense que j'aurais sauté des pages entières. Là, pour l'instant, ça a l'air un peu mieux. Je dis pas mieux, c'est-à-dire que je me suis adaptée, c'est-à-dire que je me suis mis dans la tête que c'était une auteure américaine et qu'elle avait la perspective américaine de l'histoire, avec ce qui va avec, c'est-à-dire limite si on n'a pas fait du Wikipédia, quoi. J'ai cette impression-là, hein, d'ailleurs. Hein, enfin, c'est pas péjoratif par rapport à Wikipédia parce qu'il y a des choses fort intéressantes et intelligentes dedans, mais vous voyez, style, j'ai pris l'histoire de la Seconde Guerre pour les nuls, version non corrigée. Donc on va parler à autre chose, hein, parce que je pense que ça va faire une vidéo seule, hein, je pense, le chant du rossignol, qui était d'ailleurs recommandé par Sabrina de Comissab. Alors je peux comprendre pourquoi elle s'est emballée, mais je lui en parlerai avant de faire la vidéo. Je vais lui en parler. Alors, autre livre que j'ai oublié en juin, mais je vais en parler rapidement, c'est Mac Reynolds, Le Mercenaire. Alors c'est écrit en 62. C'est un futur qui pointe où les multinationales en fait sont en guerre et qu'ils font ça sur un traité de 1900, je crois, je me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Et en fait, les pays n'interviennent plus, c'est des mercenaires, donc ça dénonce les castes, la vanité, la stratégie militaire. On suit Joe Moser, qui en fait décide de... En fait, par ses talents de mercenaire, il se hisse au top du top, en tête de gondole. C'est vachement intéressant, surtout sur 62, le fait que les multinationales... alors, ils ont signé ce traité pour, évidemment, pas se mettre sur la figure avec des bombes nucléaires. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des stratégies militaires avec des armes... voilà, des armes d'avant la date du traité. Vous voyez ce que je veux dire ?
Voilà. C'est très intéressant, mais la réflexion sur les mercenaires, la vanité, le pouvoir, tout ça, c'est bien foutu, quoi. Donc, ça s'appelle Le Mercenaire de Mac Reynolds. Alors, c'est chez mes copains de... Je les appelle mes copains, même si j'achète tous leurs bouquins, ils me donnent rien, mais je leur demande rien du tout. Mais c'est Le Passager clandestin, c'est les 10 chroniques. Parce que là, j'en suis à je sais pas combien, mais je vais tous me les faire parce que j'adore. Il y en a 2 au book haul d'août, vous verrez. Et donc là, c'est Frank Merriwell à la Maison Blanche. Donc de Ward Moore, toujours donc chez Le Passager clandestin dystopique. Alors là, c'est une nouvelle de 73, il me semble. Oui, 73. En fait, qui crée et invente une machine d'intelligence artificielle politique, qui est implacable. C'est-à-dire que c'est fascinant parce que c'est les arcades d'une élection électorale, d'une vie électorale et d'une élection électorale, d'une vie électorale et d'une élection, si un homme, une intelligence artificielle se présentait, c'est-à-dire avec tout ce qui fait que il va penser plus vite, savoir tout ce qu'il peut dire ou pas dire, qui réajuste à chaque fois la stratégie selon les données, les datas qu'il va récupérer. Donc franchement, c'est assez impressionnant de voir ça sur un échiquier politique. Et ça nous pend un peu au nez. Hein. Si un jour il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui veut lancer ce genre de truc, on va se retrouver avec un Frank Merriwell à la tête d'un État. Voilà. À force de faire nos petits bidouillages, ça va nous pendre au nez ce truc. Mais franchement, donc Le Mercenaire et Frank Merriwell à la Maison Blanche, moi j'ai passé un bon moment. Toujours, bon c'est très court, hein, mais toujours très bon. À chaque fois, moi, les dystopiques là, du Passager clandestin, je me régale. En plus, c'est des vieilles nouvelles qui ressortent, qui sont toujours très d'actualité. Voilà. Donc ça, c'était le point lecture donc de juillet. La fille qui réfléchit. Oui, c'est juillet, c'est bien. Donc les deux là de juin que je vais lever parce que je pense que je vais les faire tomber. Force. Donc voilà, ça c'est vraiment effectivement ce que j'ai lu en juillet. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est Level 26, La part du fils, le spectacle de la Révolution, faire des sciences avec Star Wars, ma chère Louise, et donc notre ami du labyrinthe. Voilà. Comme je vous disais, du bon, du pas mal, et une déception et du... Voilà. Donc, c'était juillet. Au mois d'août, je pense que, comme je vous disais, il y aura une vidéo sur le chant du rossignol. Je pense que je vais la faire, ça c'est sûr. Pas pour établir des trucs, hein, mais juste pour donner mon sentiment. Ça durera pas longtemps, peut-être 10 minutes, un truc comme ça, mais il faut vraiment que je fasse un update sur ce livre-là. Là arrive le book haul d'août et il y aura le bilan de mi-année, sachant que je voulais le tourner en juillet, mais comme vous le savez, il y a eu une avarie. Donc je l'ai reculé pour essayer de trouver la meilleure solution. J'espère que le son est meilleur. Je me suis débrouillée, en fait j'ai bidouillé, c'est-à-dire que j'ai mon matos de radio, donc j'ai récupéré le micro de la radio. Et je l'ai adapté à ce taco. J'ai l'impression que c'est mieux au niveau sonore, donc vous allez me dire si c'est mieux. Si vous êtes sur Instagram, que vous me suivez sur Instagram, faites-moi un MP pour me dire ouais c'est mieux comme ça, c'est bon. Si c'est pas mieux, je reprendrai mes écouteurs, mais au son pour moi j'ai eu l'impression tout à l'heure que c'était mieux. J'ai fait un test, ça avait l'air pas mal. Voilà. Enfin, on est pratiquement à 40 minutes pour un point lecture de juillet. Et voilà. Août, ça va être pas mal aussi. Il y a de la pavasse. Je sais pas ce que j'ai foutu. Hein. Surtout que j'ai décidé de faire beaucoup de choses en août et je suis complètement tarée. Mais c'est pas grave. Hein. En plus, alors, non, j'ai prévu la pavasse parce qu'il y a la nuit des Noctambules créée par Perrine et de Retrip et de Sabrina de Comissab le 15 août. Dans la nuit du 15 août. Et donc, je me suis dit qu'avec un peu de chance, j'allais lire au moins un livre et je me suis acheté des BD. Je vais essayer de les récupérer toutes avant de tourner le book haul, mais je doute que je puisse le faire. Voilà, donc si je les ai pas, je les nommerai à l'écran. Mais en tous les cas, je pense que je vais me taper toutes les BD. Ça fera ma nuit de BD. Surtout que j'ai un transpersonnage et que j'ai envie de relire. Oui, j'ai toujours mes allergies, c'est pas comme si vous découvriez. Voilà.
Bon, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Je sais pas lequel est après. Je sais pas si c'est pas le bilan. Je crois que c'est le bilan et le book haul après. Et après, il y a ma copine Laure qui vient sur l'antenne avec les portraits. Vous allez voir, il y a 2 portraits au mois d'août. Il y a Laure et Sylvie. Et puis, il y a des petites surprises d'un tag ou je sais plus quoi. Donc, on va voir un peu ce qu'on va faire. Mais je pense que je vais animer un peu plus en août. Et en septembre, j'ai fait mon programme. Donc, soyez à l'écoute. Vers la fin août, je vais faire une vidéo pour expliquer ce que j'entends faire sur les différents réseaux sociaux. Donc peut-être que ça serait pas mal que vous soyez là, parce que j'ai des idées. Enfin, j'ai encore révolutionné le truc, mais c'est mon avis. Voilà, allez, je vous embrasse, bonne semaine, amusez-vous bien, et puis à la prochaine vidéo, je sais pas ce que c'est, je crois. Non, c'est le bilan de mi-année plus un mois. La fille qui est toujours en avance. Allez, bisous, au revoir.